is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast, épisode 43. Au fil des mois, les outils, les dispositifs mis en œuvre par l'équipe d'Objectif Québec sont de plus en plus nombreux. Le mois du Québec, l'académie, le colloque, où il y a même un truc audio qui traîne ici ou là sur les plateformes, enfin c'est ce qu'on m'a dit. Avec un tel déploiement de services, on pourrait vite avoir tendance à penser que ouais, c'est bon, ça va, tout est géré par Objectif Québec, pas la peine de se mettre en quatre. Sur le papier, ça se défend. Mais alors, une fois sur le sol québécois, ça ne se défend plus du tout. Mais alors, plus du tout. C'est même très probablement le meilleur moyen de rater votre entrée en matière dans la belle province. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. Moi, avant que tu poses ta question, moi j'aime bien le truc qui traîne. Et je vais en profiter avant qu'on commence parce que je voudrais parler de ce truc qui traîne et remercier en fait tous ceux qui nous écoutent parce que a priori ils sont plus de dizaines de milliers à nous écouter et j'entends énormément parler du podcast et a priori Jean-Michel on fait beaucoup de bien à beaucoup de monde. En tout cas, c'est le retour qu'on me fait. Et j'aime ça. Ça me fait toujours drôle, mais j'aime l'idée que les gens nous écoutent pour aller au travail et qu'on en rapporte un petit peu de gaieté et de bonheur. Donc voilà, pour le truc qui traîne, j'aime beaucoup moi ce truc-là. Bon, je me permets 2 secondes aussi pour m'associer à tes remerciements. C'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, puis à nous en faire part aussi, et ça c'est cool. Voilà, les petits messages de temps à autre et tout ça et tout, c'est assez rigolo. Revenons. J'en profite aussi alors pour te remercier parce que je pense que voilà. La collaboration qu'on a imaginée il y a quelque temps, elle est top. Et puis, merci d'être là à mes côtés pour faire vivre ce podcast qui est beau. Tout pareil. Merci à toi. Vas-y, maintenant tu peux. Je peux maintenant? Tu peux, vas-y. Revenons donc à nos moutons du jour. Je le disais tout à l'heure, l'académie, le mois du Québec, le colloque, le podcast donc, et toutes les autres idées que tu as en tête. Dis-moi, est-ce que tu en ferais un peu trop ou peut-être pas un peu trop, non? Moi, en faire trop, non, jamais. Non, j'en fais pas trop. On essaie d'outiller un maximum, et ça, je pense que d'outiller un maximum sur différentes façons de faire et de développer son projet. Je pense que oui, on l'a déjà dit, on est les seuls à le faire. Après, c'est ce que j'explique quand les personnes rentrent dans l'académie, c'est-à-dire que on fait partie d'une équipe. Donc oui, nous on a l'expertise, on apporte des outils, on apporte l'expertise terrain et puis notre visibilité, tout ce qu'on sait du Québec, mais j'insiste beaucoup sur la notion d'équipe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on outille, on aide, mais qu'est-ce qu'on fait dans une équipe? On collabore et ça fonctionne dans une équipe si tout le monde se sent investi à la même hauteur. Et nous, on est des experts. On outille, on est là, on dit les directions, on dit comment faire, ce qui est le mieux. On est, je pense, très réactif, proactif, agile, flexible.
on aide vraiment dans la réflexion du français, dans sa projection, dans son développement. Mais il faut que la personne soit complètement investie de son projet. Alors ça veut pas dire, c'est là où il faut toujours modérer le français, ça veut pas dire faire à côté tout et n'importe quoi et aller dans tous les sens. Non, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble pour bien le faire. Donc ça c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est-à-dire que pour qu'on puisse se rejoindre vers un projet commun, il faut que nous on donne, il faut que les candidats donnent aussi et comprennent. Et la mesure, elle est pas simple. Ça, j'avoue que c'est pas simple de modérer, en tout cas, et de se dire, oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut qu'on échange plein de mails, il faut oui, il y a, mais si on suit un process, c'est être proactif, puis avoir conscience que notre rôle est important pour le succès du projet et que chacun a son rôle. C'est-à-dire que si moi j'outille mal ou si on ne donne pas assez ou mal informé, ça fonctionne pas si le candidat fonctionne très bien en face. Mais si nous on donne beaucoup et que le candidat ne fait pas, n'écoute pas, ne suit pas ou se laisse porter par tout ça en se disant bah ce que Objectif Québec ou Christelle nous donne, c'est suffisant. Bah ça va pas marcher parce que ça veut dire qu'on n'a pas fait 100% à nous deux, quoi. Donc, forcément. Et puis il y a la question de la temporalité aussi, parce que cet épisode du podcast, il nous est pas venu par hasard. Hein. Il y a eu des échos, des épisodes et comme ça et tout. Et c'est vrai que tu insistes beaucoup, et on le fait beaucoup dans le podcast, sur la masse de travail, l'engagement qu'il y a à faire dans tout le processus préparatoire. Et c'est vrai qu'en plus, avec tous les outils qui sont développés, on pourrait avoir tendance à se dire que ça y est, une fois qu'on est dans l'avion et qu'on arrive, on a tellement bossé fort, c'est tellement investi, on a tellement été accompagné. C'est bon, c'est prêt. C'est bon, il n'y a plus qu'à claquer des doigts. Eh ben non. Non, c'est ça. C'est une notion aussi importante. Hein, on le dit dans l'académie, dans la préparation en tout cas, que le travail va se faire encore longtemps sur le territoire québécois. Il va être plus agréable que si on n'avait pas fait de préparation en amont. D'accord? Ça veut dire que il y a du travail. Ça veut pas dire qu'il y en a plus effectivement quand on arrive. C'est pas parce que et malheureusement, même si on fait une sélection des personnes qui rentrent dans l'académie, hein, justement sur leur qualité, sur leur perception de travail, sur leur engagement, on en a toujours des fois 2 ou 3, bah c'est un peu le propre d'un groupe, qui arrivent effectivement et qui, parce qu'elles prennent l'avion, une fois qu'elles arrivent, elles se disent bon bah voilà, on a pris tout ce qu'on avait à apprendre et puis maintenant retour au galop du français de base, c'est-à-dire je râle, je suis pas content, je pense que j'ai plus rien à faire parce que ça y est, je suis sur le sol québécois. Et en fait, c'est un gros leurre total de penser que parce qu'on a pris l'avion, qu'on arrive, que tout est fini, qu'on n'a plus besoin de travailler. Et à l'inverse, aussi, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, de penser que puisque Objectif Québec a outillé, aidé, accompagné, il peut être aussi responsable de tout ce qui se passe. Alors des fois, j'ai eu le cas il y a pas très longtemps, donc c'est pour ça que je le prends pour exemple, parce que c'est pour le cas très français. Et on le voit, même si je suis un peu avertie, c'est ce que je dis, j'en ai toujours un ou deux qui fonctionnent comme ça. Mais des personnes qui ont pris tout l'accompagnement, qui sont à fond et tout ça, puis qui prennent l'avion, et puis on leur explique comment passer l'immigration, comment l'attitude, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, ne pas dire et pourquoi. C'est pas par hasard si on explique les choses. Et puis il y a des fois comprendre que on n'est pas les ressources humaines des agents d'immigration, c'est-à-dire que moi je suis pas responsable des agents d'immigration ou l'avocate n'est pas responsable des agents d'immigration. Et il se peut que des fois l'agent d'immigration lui-même commette des erreurs. Et j'ai eu le cas là il y a pas longtemps où un candidat qui est arrivé, il a été confronté malheureusement à un agent d'immigration qui n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire et qui a fait une erreur. On a ce candidat qui nous a tenu responsables en nous disant Christelle, écoute, c'est pas normal, tu nous avais dit de faire ci, on l'a pas eu. Oui, tu l'as pas eu parce que l'agent a fait oui, mais il faut que tu fasses quelque chose. Oui, d'accord. Donc je peux te dire ce qui peut être fait, mais je peux pas être responsable. À un moment donné, on peut pas me tenir responsable parce qu'une personne, un humain fait une erreur, tu vois. Et ça prouve aussi que le français, des fois, comme tu l'as dit dans l'introduction,
se décharge un petit peu de ça, puis on oublie que il est acteur aussi de son projet, puis que il a sa part à faire. Il ne peut pas, puis ça, pourtant on le travaille, mais la conscience des choses, c'est-à-dire est-ce que je peux tenir responsable Christelle ou quelqu'un d'autre qu'une personne, un humain quelque part a pas bien fait, ou parce que peut-être un Québécois va mal agir sur le territoire. Non, enfin moi je suis pas responsable des humains de la terre, et puis forcément c'est ce que je dis, il y en a des bons et des moins bons, il y en a qui font des erreurs. Donc cette part de conscience de se dire qu'on fait partie d'une équipe, qu'on va, et puis qu'il peut arriver des hauts, des bas, ça on en parle, mais qu'il peut aussi y arriver des petits couacs. C'est un peu se prendre en charge aussi, puis se dire bon là oui, personne est responsable, et puis qu'est-ce qu'on fait ensemble pour y arriver, quoi. Oui, et il y a quelque chose, parce que tu m'avais raconté cette histoire-là, et moi, ce qui m'avait interloqué, tout ça et tout, c'était aussi de dire, faut pas relâcher sa vigilance. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a travaillé fort, et je pense que c'est probablement le cas de ces personnes qui avaient travaillé fort avant, qui s'étaient préparées et tout, mais les choses, c'est pas parce qu'on a bossé fort en amont que ça va se passer crème et qu'il faut relâcher sa vigilance. Je vais prendre une allégorie sportive parce que j'aime bien. C'est le boxeur qui a le meilleur entraîneur du monde, qui s'est entraîné comme un malade pendant 6 mois et tout. Et il monte pas sur le ring en se disant c'est cool, je suis tellement bien préparé, je vais le défoncer. Non, s'il lève pas les gants et qu'il s'y met pas un petit peu et qu'il est pas vigilant, il va prendre une droite, il va être KO. Et là, c'est un peu pareil. On a des gens qui, si je me souviens bien de ce que tu m'as raconté, se sont retrouvés avec un agent qui n'a pas fourni tous les papiers. Et entre guillemets, il fallait être vigilant à ce moment-là pour dire attends, on m'a pointé, j'avais pointé, je ne repars pas de ce bureau sans ça. Il faut être vigilant, et d'autant plus vigilant que effectivement tout ce qui est fait dans le travail préparatoire, il y a l'encadrement que toi tu offres avec les équipes. Vous essayez, vous faites des visios, c'est pas la bonne attitude, on recommence et tout. Et une fois qu'on est sur place, il y a pas on peut pas recommencer, quoi. On peut pas repasser la douane en disant stop, arrête jeu, j'ai oublié un truc, on revient. Ça ne marche pas. Faut être hyper vigilant et concentré. C'est exactement ça. T'as raison de le souligner, parce que mais en plus, dans l'académie, mais je comprends que les personnes qui rentrent dans l'académie, on suit un process, elles ont pas du tout la vision, tu vois, de périphérique de tout ce qu'on va voir et tout ça. Et c'est justement là la confiance, c'est-à-dire faites-nous confiance, c'est-à-dire que si on met ce module-là en place à un moment donné, pose-toi la question de savoir pourquoi on l'a mis en place, et pas dire ça c'est bon, c'est fait. Non, si on parle beaucoup des peurs, des craintes, travailler sur soi. Pourquoi travailler sur soi? C'est justement pour ça, parce qu'il y a des personnes qui ont plus, et c'est l'être humain qui est comme ça, il n'y a pas de jugement. On est fait comme on est fait. Des fois, on a tendance à avoir des peurs plus infondées, des craintes, et on est plus émotif. Et quand on passe l'immigration comme ça, par exemple, pour ces personnes-là, en fait, c'est ça. Derrière, c'était une personne qui était très émotive, qui a facilement peur. Et en fait, elle est arrivée là dans un état de stress très élevé, parce que Forcément. Tout le monde arrive fatigué quand on a travaillé pendant 10 mois, qu'on a vendu sa maison, qu'on a fait plein de démarches et tout. On arrive, on a les heures d'avion, on n'a pas beaucoup dormi dans la nuit d'avant, on est épuisé, émotionnellement très fatigué. Et en fait, on arrive à l'immigration, on a l'impression de jouer sa vie, et on est très sensible, et comme tu dis, on relâche, on fait pas attention, et puis après, s'il y a une erreur, ça s'amplifie. Et en fait, on en parle dans l'académie de cette notion-là, c'est-à-dire peut-être que pendant les 10 mois ou 12 mois de préparation, il y a peut-être besoin d'être coaché un petit peu pour s'asseoir et puis se dire ok, j'ai peut-être besoin de ça, etc. Mais voilà, je comprends aussi que des fois on n'a pas cette vision à long terme. Mais c'est pour ça que je dis toujours, faites attention, il y a pas de choses par hasard. Si on les dit, ou si on met en place des outils, c'est qu'il y a de grandes choses. Pose-toi la question de savoir, est-ce que cet outil-là, à quel moment il va m'aider? Est-ce que je suis sûre de moi que cet outil, j'en ai pas besoin et que je peux le mettre de côté? Et en fait, on s'aperçoit que ceux qui vivent pleinement l'expérience d'écouter, d'être présent en direct quand on fait nos visios mensuels, de regarder les replays, de lire les documents pédagogiques, de s'informer par eux-mêmes,
ces personnes-là font réellement la différence. Et s'il y a des obstacles, parce qu'il y en a, ou des imprévus comme ceci, ils savent y faire face. Ils ont l'attitude pour y faire face. Je vais rebondir juste là-dessus parce qu'effectivement, tu l'as dit tout à l'heure en citant le cas, il y a réaction très française. Ah, il y a quelque chose qui va pas, il me faut un responsable, il me faut un coupable. Yes. Hyper français Ouais. et tellement pas québécois. Quand vous serez sur place et que vous aurez vécu et que c'est ce qu'on vous dit dans l'académie et dans toute la préparation, le Québécois, quand il est face à un problème, à une difficulté, il est habitué à se prendre en charge tout seul. C'est-à-dire qu'il va trouver, bien sûr qu'il va trouver une solution, bien sûr que la situation lui plaît pas, mais il va la trouver tout seul. Il va pas accabler tantôt le gouvernement, le machin, le truc, le bidule. C'est une société qui fonctionne de manière complètement différente. À se préparer à avoir la bonne attitude, c'est aussi se préparer à toujours avec l'aide. Christelle, l'académie, toute l'équipe est encore là. Mais les problèmes, on se les règle, on est responsable de sa situation et on règle les problèmes seuls. Et le premier module qu'on a en fait dans l'académie, c'est en fait en quelque sorte, soyez le leader de votre projet. C'est pas par hasard que je l'ai nommé comme ça. Ça veut dire quoi? Et je l'explique dans le module. Soyez le leader de votre projet, c'est-à-dire avoir cette conscience de l'ampleur du projet, avoir cette conscience qu'il va falloir découper ce projet, avoir conscience que rien n'est facile, qu'il y aura des hauts et des bas, mais avoir conscience aussi de son attitude, de qui on est. Et comment on fait pour être le leader de son projet? Comment on fait le leader? Un leader, c'est pas forcément un sportif de haut niveau, ou c'est pas forcément un chef d'entreprise qui a 500 employés ou 1500 employés. Le leader de sa famille, c'est un leader s'il a l'attitude et s'il emmène sa famille dans les bonnes conditions, qu'il a déroulé le projet et tout ça. Ça, c'est un leader. Et ça fait partie des premiers modules. C'est pas anodin parce que c'est ce qui va définir tout le reste. Et le leader, même s'il est aidé, s'il a une équipe, s'il a des ressources à côté de lui pour l'accompagner, il se déresponsabilise pas. Il reste leader, quoi qu'il arrive, voire même encore plus, parce que ça lui donne encore plus de responsabilité. Oui, puis l'attitude qui en ressort dans ces moments-là, c'est l'attitude générale, c'est-à-dire que c'est là où on voit, comme tu le dis, le vrai leader. C'est-à-dire que le vrai leader, oui, d'accord, il y a un conflit, il y a un arrêt, il y a un stop, on s'est pris un mur, il y a quelque chose qui n'était pas prévu et tout ça. On se pose, qu'est-ce qu'on fait, avec qui on travaille, et justement, c'est pas le moment de se désolidariser ou le moment de râler ou le moment de non, on reste une équipe, on reste soudés, et je pense que en tout cas dans l'académie, les candidats, on les suit même 1 an, 2 ans, 3 ans, à vie après. Donc il y a toujours moyen de nous appeler, de nous écrire et de toujours faire équipe parce que, comme tu le disais tout au début, le projet va durer encore des années sur le sol québécois avant que tout roule parfaitement et que l'intégration soit totale et entière. Donc des hauts et des bas, il y en a. Besoin de collaborer, d'avoir du réseau, il va falloir y travailler même encore des années après sur le territoire. Et ceux qui ont compris ça ont tout compris en fait. Ils ont également compris que déménager au Québec, c'est pas simplement déplacer des cartons et simplement changer de monnaie. C'est un travail et un changement qui est bien plus profond que ça. Et c'est d'abord un travail sur soi. C'est une expérience de vie. On le dit souvent. C'est une expérience de vie. Et c'est quelque chose de bien plus beau, bien plus engageant que ce qu'on peut imaginer. Et puis le lâcher prise à ce moment-là, il est pas simple parce que c'est déjà pas simple pour un Français, pour un être humain en général. Mais c'est dans ce projet-là, qu'est-ce qui fait qu'il va être beau? C'est parce qu'il est grand, c'est parce qu'il est inhabituel, c'est parce que tout le monde ne le fait pas, c'est parce qu'il est engageant et c'est parce que il va nous faire nous agrandir notre zone de confort et nous faire sentir plus grand et à réaliser des plus belles choses. Mais oui, ça demandera du travail et il faut le faire correctement. Et puis l'aventure va être juste magnifique. C'est tout ce que je vous souhaite les amis, une aventure absolument magnifique. Christelle, on se reparle très vite. Oui. À bientôt, ciao. Bye.
Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google, et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!